Alors que je me battais pour ma vie aux soins intensifs, ma famille passait ses vacances à Hawaï, postant des photos de plage. Ma mère m'a envoyé un texto, arrête de dramatiser. On viendra te voir quand tu paieras notre voyage. Ma sœur a ri, peut-être que mourir te rendra enfin intéressante. J'ai fait des captures d'écran. Une semaine plus tard, ils sont rentrés à des cartes annulées, des services coupés et des avis de saisie immobilière. C'est alors que les appels ont commencé ou des supplications incessantes. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son qui me tenait compagnie dans la chambre stérile des soins intensifs. La pneumonie s'était transformée en septicémie plus rapidement que prévu, et me voilà, à 26 ans, me battant pour ma vie, connecté à plus de machines que je ne pouvais en compter. Les médecins avaient été brutalement honnêtes, c'était du kit ou double pendant les 72 premières heures. J'ai appelé ma famille dès mon admission. Maman, papa et ma sœur, Bella, habitaient à seulement 2 heures de là. Je pensais qu'ils laisseraient tout tomber et se précipiteraient. Au lieu de cela, j'ai reçu un texto de maman, désolé, chérie, on est à l'aéroport. Le voyage à Hawaï est déjà payé. On te verra à notre retour. Un voyage à Hawaï? C'était la première fois que j'en entendais parler. Au fil des jours qui se sont écoulés dans ce lit de soins intensifs, mon téléphone est devenu une fenêtre sur leur paradis de vacances. La story Instagram de Bella montrait des plages immaculées, des bars tiki et des dîners au coucher du soleil. Maman a posté des photos Facebook d'elle en nouveau bikini avec des légendes comme « Je vis ma meilleure vie à 52 ans ». Papa a partagé des selfies sur le terrain de golf avec des hashtags comme #vacances et #paradis trouvé. Pas une seule mention de leur fille se battant pour sa vie à la maison. Le 3e jour, lorsque ma fièvre a enfin baissé et que j'ai pu penser clairement à nouveau, j'ai envoyé un texto de groupe « Salut les gars, je vais mieux maintenant mais je suis toujours assez malade. Les médecins disent que je serai ici au moins une semaine de plus. Quelqu'un pourrait-il venir me rendre visite? J'ai vraiment peur et je suis seul. » La réponse de maman est arrivée 1 heure plus tard, arrête de dramatiser, Iris. Ça va. Si tu peux envoyer des textos, on viendra te voir quand tu paieras nos billets de retour et remboursera les vacances que nous avons dû écourter. J'ai regardé ce message pendant 10 minutes, le relisant pour m'assurer que je n'hallucinais pas à cause des médicaments. La réponse de Bella était encore pire, lol, maman a raison. Tu as toujours été une telle chercheuse d'attention. Peut-être que mourir te rendra enfin intéressante pour une fois. Clin d'œil, j'ai immédiatement fait une capture d'écran des 2 messages. C'est alors que quelque chose en moi a changé au pas cassé, changé, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte enfin, me montrant une image que j'avais été trop aveugle pour voir auparavant. Vous voyez, ma famille m'avait toujours traité comme leur distributeur automatique personnel. J'étais celle de responsable, celle qui est allée à l'université grâce à des bourses, qui a travaillé 2 emplois, qui a rapidement intégré le secteur de la technologie et qui, à 26 ans, gagnait un salaire à 6 chiffres en tant qu'ingénieur logiciel senior. Pendant ce temps, Bella avait abandonné ses études collégiales pour devenir une influenceuse avec 847 abonnés, et mes parents avaient pris leur retraite tôt à 52 et 54 ans respectivement, vivant de leurs économies et, de plus en plus, de ma générosité. Je payais leur hypothèque depuis 2 ans. Lorsque le 401K de papa a subi un coup dur, j'ai couvert les paiements et l'assurance de la voiture de Bella. J'avais donné 15 000 $ à maman pour son augmentation mammaire d'urgence. J'ai payé les vacances familiales, les cadeaux de Noël, même leurs factures d'épicerie lorsqu'ils prétendaient manquer d'argent. Et les voilà, en vacances à Hawaï que j'avais apparemment financé sans le savoir, me disant d'arrêter de dramatiser alors que je mourais presque seul. Les jours suivants à l'hôpital m'ont donné amplement le temps de réfléchir et de planifier. J'avais accès à tout mon ordinateur portable, mes comptes bancaires, mes comptes de placement ou tous les fils financiers que j'avais tissés pour soutenir ma famille ingrate. Tout d'abord, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé tous les virements automatiques vers les comptes de mes parents, le paiement de l'hypothèque prévu pour le 15, annulé, le paiement de la voiture de papa, annulé, la carte de crédit que je leur avais donnée pour les urgences, qu'ils utilisaient pour tout, de l'essence aux épiceries, annulé et signalé comme volé. Ensuite, j'ai appelé ma conseillère en placement, Janet, qui gérait mon portefeuille depuis 5 ans. Iris, comment te sens-tu? J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Beaucoup mieux, merci de demander, Janet. Je dois apporter quelques modifications à mes comptes. Je veux supprimer mes parents et ma sœur comme bénéficiaires et contacts d'urgence sur tous mes comptes. Bien sûr, chérie. Es-tu sûr de vouloir faire cela alors que tu es encore en convalescence?
Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Ensuite, j'ai contacté mon avocat, Tom, qui m'avait aidé à établir mon testament et mes procurations. Tom, je dois révoquer la procuration que j'ai donnée à mes parents et modifier entièrement mon testament. C'est un changement important, Iris. Puis-je te demander pourquoi? Je lui ai tout raconté. À la fin, il est resté silencieux pendant un long moment. Je vais rédiger les nouveaux documents immédiatement, et Iris, je suis désolé que ta famille t'ait abandonné lorsque tu en avais le plus besoin. Mais je n'avais pas fini. Voyez-vous, ce que ma famille ne savait pas, c'est que je n'avais pas seulement été généreuse avec mon argent, j'avais été stupide avec. J'avais co-signé des prêts, mis mon nom sur des cartes de crédit, je les avais même aidés à acheter leur maison en devenant co-emprunteuse lorsque leur crédit n'était pas assez bon. Ce qui signifiait que j'avais un accès légal pour tout annuler. J'ai passé les 2 jours suivants à démonter méthodiquement le filet de sécurité financier que j'avais créé pour eux. Les services publics que j'avais mis à mon nom pour aider leur crédit? Service interrompu. Le forfait téléphonique familial dont ils bénéficiaient tous sur mon compte? Annulé. La police d'assurance automobile que je payais et qui couvrait tous leurs véhicules? Annulé, avec effet immédiat. La pièce de résistance était la maison. Étant donné que j'étais sur l'hypothèque, j'avais le droit d'exiger le remboursement immédiat du prêt. J'ai contacté la banque et expliqué que je voulais me retirer de l'hypothèque et que si mes parents ne pouvaient pas obtenir un nouveau prêt ou rembourser le solde, ils devraient vendre. La banque a été très compréhensive, surtout lorsque j'ai expliqué que j'étais en convalescence après une maladie mettant ma vie en danger et que je devais assurer mon avenir financier. Pendant ce temps, les publications sur Hawaï continuaient d'arriver. Bella a posté une vidéo d'elle recevant un massage en couple avec un type qu'elle avait apparemment rencontré à l'hôtel. Maman a partagé des photos de dîner et de virées shopping coûteuses. Papa a posté des photos de golf avec des légendes sur la vie à la retraite, le tout pendant que je me remettais lentement seul dans un lit d'hôpital. Le 7e jour, j'ai enfin été libéré de l'hôpital. J'avais perdu 7 kilos et je me sentais faible comme un chaton, mais j'étais en vie. Je suis rentré dans mon appartement tranquille, j'ai commandé une soupe dans mon restaurant préféré et j'ai attendu. Le premier appel est arrivé à 18h47. Iris, la voix de maman était paniquée, il y a un problème avec notre carte de crédit. Elle a été refusée au dîner. C'est étrange, ai-je dit calmement, peut-être appeler la banque. On a essayé. Ils ont dit que le compte était fermé. Avez-vous fermé notre carte de crédit? Je l'ai signalé comme volé lorsque j'étais aux soins intensifs, et vous posiez des photos de vacances. On dirait que quelqu'un d'autre l'utilisait. La ligne est restée silencieuse. Puis, Iris Marie Carter, tu as rouvert cette carte tout de suite? On est bloqué à Hawaï sans argent. Je pensais que vous aviez payé vous-même ces vacances. C'est ce que tu m'as dit. Cliquez. J'ai raccroché. Bella a appelé 10 minutes plus tard, en hurlant. Tu es une folle. Tu nous as laissés bloquer. L'hôtel veut qu'on paye une nuit de plus, et on ne peut pas. Peut-être demander à ton nouveau petit ami de nous aider. J'ai suggéré celui de la vidéo du massage en couple. Tu as traqué nos réseaux sociaux. Tu es malade. Elle a raccroché aussi. Papa a appelé ensuite, essayant d'être raisonnable. Iris, chérie, il y a eu un malentendu. On peut tout expliquer quand on rentrera. Peux-tu s'il te plaît rétablir notre carte pour qu'on puisse réserver des vols de retour? Pas de malentendu, papa. Vous avez choisi des vacances plutôt que votre fille. Vivez avec ce choix. Les appels ont continué toute la nuit, chacun plus désespéré que le précédent. J'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que depuis des années. Ils ont réussi à rentrer à la maison d'une manière ou d'une autre, j'ai appris plus tard que Bella avait dû emprunter de l'argent à son petit ami d'Instagram, et mes parents avaient utilisé à fond une vieille carte de crédit qu'ils avaient cachée. Le vrai plaisir a commencé à leur retour. Maman a appelé à 7 heures du matin le lendemain de leur retour. Iris, le courant a été coupé, et le gaz. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai annulé les services publics qui étaient à mon nom. Vous êtes adulte, vous pouvez créer vos propres comptes. Avec quel argent? Vous avez tout annulé. Débrouillez-vous. L'avis de saisie immobilière est arrivé 3 jours plus tard. La banque avait été efficace. C'est alors que les supplications ont vraiment commencé. Bella s'est présentée à mon appartement en premier, pleurant et s'excusant. Iris, je suis tellement désolé.
J'étais ivre quand j'ai écrit ce texto. Je ne le pensais pas. Lequel? Celui où tu disais que peut-être mourir me rendrait intéressante? Ce texto? Je plaisantais. Tu sais comment je plaisante. Part de ma propriété. Maman est venue ensuite, avec toute une performance, des larmes, des sentiments de culpabilité, des affirmations qu'elle avait perdu la tête de peur et qu'elle n'avait dit ces choses que parce qu'elle ne voulait pas faire face à sa peur. Alors pourquoi as-tu posté 47 photos et vidéos de tes vacances pendant que j'étais aux soins intensifs, ai-je demandé. On essayait de rester positive. Papa a essayé l'approche rationnelle. Il est venu avec un dossier de documents montrant leur situation financière, expliquant comment la perte de la maison ruinerait leur crédit, comment ils n'auraient nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant de me dire de payer vos billets alors que je me battais pour ma vie, ai-je dit. Nous sommes une famille. Non, nous ne le sommes pas. Les familles se soucient les unes des autres. Les familles ne se moquent pas de leur fille parce qu'elle est presque morte. Les appels sont devenus constants 20, 30 fois par jour. J'ai bloqué leur numéro, alors ils ont commencé à appeler de différents téléphones, les téléphones d'amis, les téléphones publics, le téléphone fixe du motel où ils avaient dû déménager après avoir perdu leur maison. Chaque appel était une nouvelle stratégie, la colère, la négociation, plus de fausses larmes, des menaces de suicide, des affirmations que je détruisais la famille. Tu l'as déjà détruite, ai-je dit à maman lors d'un appel particulièrement pathétique. J'ai juste arrêté de faire semblant. La tentative la plus pathétique est venue de l'amie de Bella, Rachel, qui a appelé en prétendant mener une enquête sur les relations familiales. 20 minutes après ces questions scénarisées, elle a fait une erreur. Donc, hypothétiquement, si ta sœur était vraiment désolée et t'écrivait peut-être une lettre expliquant tout, envisagerais-tu? Dis à Bella, ai-je dit, non, Rachel, et dis-lui qu'utiliser tes services comme intermédiaire est exactement le genre de comportement manipulateur qui l'a mise dans ce pétrin. Puis il y a eu l'embuscade tentée sur mon lieu de travail. Maman et papa se sont présentés à mon immeuble de bureau, ont réussi à passer la sécurité et m'ont coincé dans le hall alors que je sortais pour déjeuner. Iris, s'il te plaît, juste 5 minutes, a supplié papa, ayant l'air hagard et désespéré. Maman se tenait derrière lui, serrant un mouchoir et essayant d'avoir l'air pitoyable. Sécurité, ai-je appelé le gardien qui les avait laissés monter. Ces personnes me harcèlent. Veuillez les escorter dehors. Iris a sangloté maman de façon dramatique alors que la sécurité s'approchait, je suis ta mère. Tu ne peux pas simplement ignorer ta famille. Regarde-moi, ai-je répondu, en passant devant eux sans un autre regard. Les images de surveillance de cette rencontre ont d'une manière ou d'une autre été transmises à mes collègues, qui ont été à la fois horrifiés par le comportement de ma famille et impressionnés par mon calme. Cela est devenu une sorte de légende au bureau, le jour où la famille d'Iris a tenté d'organiser une intervention dans le hall d'entreprise et a été escortée dehors par la sécurité. Ma tentative désespérée préférée a été lorsqu'ils ont essayé d'utiliser mon hospitalisation contre moi. Bella a posté une longue story Instagram sur le fait que j'étais mentalement instable après ma maladie et que mon comportement erratique était un appel à l'aide. Elle a prétendu que j'avais une dépression nerveuse et que j'avais besoin d'une intervention familiale. Le message a terriblement échoué lorsque plusieurs de mes amis ont commenté leurs propres expériences à me rendre visite à l'hôpital, décrivant à quel point j'avais eu peur et j'étais seul, comment ils m'avaient apporté de la nourriture, des livres et du réconfort tandis que ma famille postait des photos de vacances. Les abonnés de Bella ont commencé à relier les points, et la section des commentaires s'est transformée en un rôtissage brutal de son personnage. Elle a supprimé le message en quelques heures, mais pas avant que je n'en fasse une capture d'écran. La pression financière sur eux augmentait également. J'ai appris par Mike chez Data que papa avait essayé d'obtenir un prêt en utilisant mes anciennes coordonnées comme référence. Lorsque la banque m'a appelé pour vérifier son emploi et ses revenus, j'ai été brutalement honnête au sujet de sa situation. Monsieur Carter est au chômage et a récemment perdu sa maison à cause d'une saisie immobilière, ai-je dit à l'agent de prêt. Il n'a pas de revenus stables à ma connaissance, et je ne recommanderais pas de lui accorder un crédit. Merci de votre honnêteté, mademoiselle Carter. Puis-je vous demander votre lien avec le demandeur? C'est mon père. Le prêt a été refusé, évidemment. Vers cette époque, j'ai également découvert que maman avait dit aux gens que je faisais subir des mauvais traitements financiers à des personnes âgées, essayant de se peindre comme la victime d'une fille cruelle qui les avait abandonnées dans le besoin. Elle avait même appelé les services de protection des adultes pour me signaler pour mauvais traitements envers les personnes âgées, affirmant que j'avais volé leurs économies et les avais laissées sans abri.
L'assistante sociale qui m'a contacté était professionnelle mais clairement sceptique dès le début. Mademoiselle Carter, nous avons reçu une plainte vous accusant d'exploitation financière de vos parents. Pouvez-vous nous aider à comprendre la situation? Je l'ai invitée à mon bureau et nous avons passé 2 heures à examiner chaque transaction financière, chaque capture d'écran, chaque document. Je lui ai montré les textos d'Hawaï, les publications sur les réseaux sociaux, la chronologie des événements. Alors, si je comprends bien, a dit l'assistante sociale en consultant ses notes, vos parents vous ont volontairement ajouté sur leur compte. Vous les avez aidés financièrement pendant des années, et lorsqu'ils ont choisi des vacances plutôt que de vous rendre visite aux soins intensifs, vous avez retiré votre soutien financier? C'est exact, ai-je répondu. Et ils prétendent que cela constitue une maltraitance envers les personnes âgées. Apparemment, elle a fermé son carnet et m'a regardé directement. Mademoiselle Carter, ce que vous décrivez n'est pas une maltraitance envers les personnes âgées, c'est la fixation de limites. Les enfants adultes n'ont aucune obligation légale de soutenir financièrement leurs parents, surtout des parents capables de travailler mais qui choisissent de ne pas le faire. La plainte sera classée sans suite. En partant, elle s'est arrêtée à ma porte. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que votre famille vous ait fait passer par là. Ce qu'ils ont fait pendant votre hospitalisation était inconscient. Le rapport APS infructueux a semblé briser quelque chose dans le psychisme de ma mère. Ces appels sont devenus de plus en plus déchaînés, pleins de théories du complot sur la façon dont j'empoisonnais les gens contre eux, sur la façon dont j'organisais une campagne élaborée pour détruire leur vie. « Tu te crois tellement intelligente ?» a-t-elle crié lors d'un appel en pleine nuit qui m'a réveillé d'un sommeil profond. Mais le karma va te rattraper, Iris. Tu ne peux pas traiter ta famille comme ça et t'attendre à t'en sortir pour toujours. Le karma est déjà arrivé, maman. Il est arrivé sous la forme d'une fille qui a finalement réalisé sa valeur. Le point de rupture est survenu lorsqu'ils ont essayé de contacter directement la famille de Tom, tentant de les convaincre que j'étais instable et que notre relation était malsaine. Maman avait en quelque sorte trouvé la page Facebook de Carole et lui avait envoyé un long message décousu sur mes problèmes de santé mentale et mes comportements préoccupants. Carole m'a immédiatement transmis le message. C'était 3 pages de pure manipulation, affirmations selon lesquelles j'avais toujours été difficile, que ma maladie m'avait rendue paranoïaque et vindicative, que je m'isolais de la famille qui voulait seulement m'aider. Chérie, m'a appelé Carole ce soir-là. J'espère que tu sais qu'aucun d'entre nous ne croit un mot de ces absurdités, mais je pense que tu devrais savoir que cette femme essaie activement de saboter tes relations. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'intenter une action en justice. J'ai contacté Tom pour obtenir une ordonnance restrictive contre 3, harcèlement, harcèlement criminel, tentative d'ingérence dans l'emploi, diffamation. Vous avez des motifs pour plusieurs actions en justice, a conseillé Tom. Mais êtes-vous sûr de vouloir emprunter cette voie? Cela rendra la situation très publique. Je suis sûr qu'ils ont franchi toutes les limites possibles. Il est temps de faire face aux conséquences juridiques. L'audience pour l'ordonnance restrictive était prévue un jeudi matin. Ils étaient tous les 3 présents, vêtus de leurs plus beaux vêtements, croyant toujours pouvoir s'en sortir par le charme. Le juge a d'abord écouté leur version, un récit soigneusement élaboré sur une fille qui avait eu une dépression nerveuse après une maladie mineure et qui les punissait maintenant de ne pas pouvoir se permettre de lui rendre visite à l'hôpital. Ensuite, j'ai présenté mes preuves, capture d'écran des publications de vacances à Hawaï, copie des textos cruels, documentation du harcèlement, de l'embuscade sur le lieu de travail, du faux rapport APS, des tentatives de sabotage de mes relations. Votre honneur, ai-je dit en lisant ma déclaration préparée, ces personnes ne m'ont pas seulement abandonné alors que je mourais presque, elles s'en sont moquées. Et lorsque j'ai cessé de les soutenir financièrement en conséquence, elles ont passé des mois à me harceler, à mentir sur moi et à essayer de détruire ma carrière et mes relations. Je demande une protection contre des personnes qui ne me voient que comme une source d'argent et qui sont prêtes à me tourmenter lorsque cet argent cesse de couler. Le juge a accordé sur le champ une ordonnance restrictive temporaire et a fixé une audience pour une ordonnance permanente. En sortant du tribunal, ma mère a tenté un dernier recours désespéré. Iris, s'il te plaît. Nous pouvons régler ça en famille. Tu n'as pas besoin d'avocat et de juge. Vous avez rendu les avocats et les juges nécessaires lorsque vous avez choisi le harcèlement plutôt que la responsabilité, ai-je répondu. L'ordonnance restrictive permanente a été accordée 3 semaines plus tard. Il leur était interdit de me contacter directement ou indirectement, de s'approcher à moins de 500 pieds de mon domicile ou de mon lieu de travail, et de publier des choses à mon sujet sur les réseaux sociaux. Toute violation de l'ordonnance entraînerait une arrestation immédiate.
Le silence qui a suivi était d'or. Mais voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Environ 3 mois après l'incident d'Hawaï, j'ai reçu un appel de mon patron, Marc. Iris, je sais que tu es toujours en convalescence et que tu travailles à distance, mais nous avons une situation. Le client que tu as géré l'année dernière, Technova Industries, veut te recruter. Technova m'offrait un poste de vice-présidente avec un salaire presque double de celui que je touchais, des options sur actions, des avantages complets et la possibilité de construire toute leur division de cybersécurité à partir de zéro. Ils ont spécifiquement demandé à te parler, a poursuivi Marc. Apparemment, le système de sécurité que tu as conçu pour eux les a sauvés d'une violation majeure le mois dernier. Ils te créditent d'avoir épargné des millions à l'entreprise. J'ai accepté le poste. La période de transition a été intéressante car elle a coïncidé avec la détresse croissante de ma famille. Alors que je négociais mon nouveau salaire et mes options sur actions, ils étaient expulsés de leur chambre d'hôtel pour non-paiement. Bella m'a appelé d'un téléphone public, pleurant hystériquement. Iris, s'il te plaît. Nous sommes littéralement sans abri. Nous dormons dans la voiture de papa. Les médicaments pour la tension artérielle de maman sont épuisés, et nous n'avons pas les moyens de les renouveler. Avez-vous envisagé de trouver un emploi, ai-je demandé calmement tout en examinant mon nouveau contrat de travail. J'ai un emploi. Je travaille chez Target maintenant. 20 heures par semaine chez Target ne constitue pas une carrière, Bella. Qu'en est-il de maman et de papa? Papa postule, mais personne ne veut embaucher quelqu'un de son âge, et maman est trop stressée pour travailler. Trop stressée pour travailler, mais pas trop stressée pour publier des diatribes sur Facebook sur quelle terrible fille je suis. La ligne est restée silencieuse. Il n'avait pas réalisé que je pouvais toujours voir les publications publiques de ma mère. C'est différent. Elle se contente de se défouler parce qu'elle est contrariée. Elle répand des mensonges sur moi auprès d'étrangers sur Internet tout en prétendant qu'elle ne peut pas travailler à cause du stress. Le calcul ne tient pas, Bella. Mon premier jour chez Technova a été tout ce que j'avais espéré. J'avais un bureau de coin, une équipe de 12 ingénieurs talentueux et un budget qui me faisait tourner la tête. Lors de mon déjeuner de bienvenue avec l'équipe de direction, le PDG m'a personnellement remercié pour le travail que j'avais accompli en tant que contractante. Iris, je tiens à te faire savoir que tes protocoles de sécurité ne nous ont pas seulement fait économiser de l'argent, ils ont sauvé des emplois. Lorsque des pirates informatiques ont tenté de violer notre système le mois dernier, tes protections ont tenu. Sans elles, nous aurions perdu des données clients, fait face à des poursuites, voire même fait faillite. Tu as littéralement sauvé cette entreprise. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message LinkedIn d'un journaliste de Tech Weekly me demandant de le rencontrer pour parler des tendances de la cybersécurité. Mon succès devenait visible de manière impossible si j'avais encore soutenu tous les caprices de ma famille. Pendant ce temps, ma mère avait créé une page GoFundMe, aider une famille détruite par la maladie mentale de sa fille. La description me présentait comme une personne instable qui avait eu une dépression nerveuse après avoir été hospitalisée et qui avait ensuite abandonné sa famille aimante. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que j'avais des relations professionnelles dans le monde de la technologie, et plusieurs d'entre elles ont reconnu mon nom grâce à sa campagne. Elles ont commencé à partager des captures d'écran dans les canaux Slack de l'industrie non pas pour se moquer de moi, mais pour exprimer leur indignation face à ce qu'elle essayait de faire. En 48 heures, la page GoFundMe a été inondée de commentaires de mes collègues, d'anciens clients et de contacts de l'industrie. Ils ont partagé leurs propres expériences de travail avec moi, ont témoigné de mon caractère et ont qualifié la campagne d'escroquerie manipulatrice. Iris Carter est l'une des ingénieures les plus professionnelles et les plus compétentes avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Cette campagne est dégoûtante. Développeur senior chez Microsoft. J'ai travaillé avec Iris sur 3 projets majeurs. Elle est brillante, gentille et absolument pas la personne décrite ici. C'est clairement une arnaque. DSI chez Startup Corp. Iris a sauvé notre entreprise d'une cyberattaque dévastatrice. Sa famille devrait être fière, et non pas l'exploiter en ligne. Honteux. PDG de Data Secure. La section des commentaires est devenue un témoignage public de mon caractère et de mes réalisations professionnelles. Ma mère a supprimé le GoFundMe en une semaine, mais pas avant que plusieurs personnes aient pris des captures d'écran de l'ensemble et les partagées dans les forums technologiques comme un exemple de manipulation familiale. Au 6e mois chez Technova, je prospérais au-delà de mes rêves les plus fous. J'avais mis en place des protocoles de sécurité pour 3 grands clients,
pris la parole lors de 2 conférences de l'industrie et figuré dans un article de Forbes sur les femmes innovantes dans la cybersécurité. L'article de Forbes contenait une photo de moi dans mon bureau, paraissant confiante et professionnelle. La légende mentionnait ma récente promotion au poste de vice-présidente et mon travail révolutionnaire en matière de sécurité d'entreprise. Papa a appelé d'un autre numéro inconnu après la sortie de l'article. Iris, j'ai vu l'article, je suis fier de toi. Tu m'appelles pour me féliciter ou pour me demander de l'argent? Longue pause. Nous avons vraiment des difficultés, chérie. Juste un petit prêt pour nous aider à nous remettre sur pied. Le voilà. J'ai raccroché. L'ironie ne m'a pas échappé. Alors que ma carrière atteignait de nouveaux sommets, leur situation continuait de se détériorer. C'était comme regarder 2 trains sur des voies opposées, l'un accélérant vers le succès, l'autre se dirigeant vers le désastre. Ma vie sociale était également florissante. Sans le stress constant de gérer la crise familiale, j'avais de l'énergie pour les amitiés, les loisirs et les rencontres. J'ai rejoint un groupe de randonnée et je me suis lié d'amitié avec d'autres professionnels qui partageaient mes intérêts. J'ai commencé à suivre des cours de cuisine et j'ai découvert que j'aimais vraiment recevoir. Lorsque Tom et moi avons commencé à devenir sérieux, j'ai été honnête dès le début au sujet de ma situation familiale. Je m'attendais à ce que cela puisse le faire fuir. La plupart des gens ne peuvent pas imaginer couper complètement les liens avec leur famille biologique. Au lieu de cela, il a écouté toute l'histoire et a dit, « Iris, ce que tu as fait a demandé une force incroyable. » La plupart des gens restent pris au piège de dynamiques familiales toxiques toute leur vie parce qu'ils ne peuvent pas imaginer une autre voie. Tu as choisi toi-même, et ce n'est pas égoïste, c'est sain. La réaction de sa famille a été tout aussi encourageante. Lorsque j'ai expliqué nerveusement pourquoi mes parents ne seraient pas présents au dîner de famille, Carole a immédiatement dit, « C'est leur perte, c'est notre gain. Nous t'avons toutes pour nous. » Le contraste était saisissant. La famille de Tom m'a intégré à tout, planification des vacances, photos de famille, voire même disputes sur l'endroit où aller en vacances. Ils m'ont traité comme si j'avais toujours fait partie de la famille, tandis que ma famille biologique m'avait traité comme un distributeur automatique de billets avec un pouls. Vers cette époque, j'ai commencé à recevoir des rapports de diverses sources sur les difficultés continues de ma famille. Mike appelait de temps en temps pour faire des mises à jour non pas parce que je le lui demandais, mais parce qu'il pensait que je devais savoir comment mes décisions se déroulaient. Bella a été licenciée de Target pour retards excessifs et problèmes d'attitude, m'a-t-il dit lors d'un appel. Elle essaie de relancer sa carrière d'influenceuse, mais il ne lui reste plus que 200 abonnés. La plupart des gens ne la suivaient plus après ce post sur ta maladie mentale. Tes parents, ton père a finalement trouvé un emploi chez Home Depot, à temps partiel. Ta mère travaille dans un centre d'appel, également à temps partiel. Ils partagent un studio et se disputent constamment à propos d'argent. Je n'ai rien ressenti en entendant cela, aucune satisfaction, aucun regret, juste un détachement émotionnel complet. Ils étaient maintenant des étrangers et des gens que je connaissais autrefois et qui avaient fait leur choix et vivaient avec les conséquences. Ils ne sont plus mes parents, même si nous avons le même sang. La mise à jour la plus révélatrice est survenue 1 an plus tard. Mike m'a appelé pour me dire que ma mère avait été arrêtée pour vol à l'étalage dans une épicerie. Elle a essayé de voler du maquillage et du fromage raffiné, a-t-il dit, clairement embarrassé de partager cette information. Lorsqu'ils l'ont attrapée, elle a eu une crise complète dans le magasin, criant que sa fille avait ruiné sa vie et l'avait conduite à cela. A-t-elle mentionné que sa fille était aux soins intensifs pendant qu'elle était en vacances à Hawaï? En fait, oui. Elle criait que tu étais dramatique à propos de ta maladie et que c'est pour ça qu'ils sont partis en vacances. La fille de la gérante du magasin avait été aux soins intensifs l'année dernière avec le Covid, et elle n'était pas sympathique à son histoire. Les accusations ont finalement été abandonnées, mais l'incident a fait les nouvelles locales en raison de son explosion. Une femme du coin blâme sa fille pour son arrestation pour vol à l'étalage était le titre que plusieurs personnes m'ont transmis. Je n'ai pas lu l'article, mais le titre m'a tout dit. Même face à des accusations criminelles, ma mère jouait toujours la victime et refusait d'assumer la responsabilité de ses choix. En 6 mois, je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. J'ai acheté une belle maison dans les collines avec vue sur la ville, j'ai eu un chien, un golden retriever nommé Mochi et j'ai commencé à vivre ma vie pour moi au lieu de vivre pour des membres de ma famille ingrats qui ne me voyaient que comme un chèque de paie. Le meilleur? J'étais vraiment heureuse. Le stress de me préoccuper constamment des finances de ma famille, de me faire constamment demander de l'argent, d'être constamment tenu pour acquise, tout cela avait disparu.
Je me sentais plus légère, plus libre, plus moi-même que depuis des années. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Tom, l'avocat qui m'avait aidé à réviser mon testament, m'avait invité à sortir une fois que j'étais complètement rétabli. Nous avions pris les choses lentement, mais il était gentil, attentionné et respectait mes limites. Il était également horrifié par la façon dont ma famille m'avait traité et a soutenu ma décision de les couper complètement. Tu ne dois pas ta force vitale aux personnes toxiques simplement parce que vous partagez l'ADN, m'a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur ma nouvelle terrasse en regardant le coucher de soleil avec Moshi à nos pieds. 1 an après l'incident d'Hawaï, j'ai croisé mon père dans une épicerie. Il avait l'air plus âgé, usé. Il utilisait des coupons et faisait ses courses dans la section des soldes. Iris, a-t-il dit doucement. Tu as l'air bien, en bonne santé. Je suis en bonne santé et heureuse. Il a hésité. Je veux que tu saches, je sais que nous avons fait des erreurs. Je sais que nous t'avons laissé tomber quand tu avais besoin de nous. Je ne m'attends pas à ton pardon, mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant ce que nous avons perdu. Ce furent les premières excuses sincères que j'ai reçues de l'un d'eux. Merci de me le dire, ai-je répondu. Mais comprendre ce que vous avez perdu n'annule pas les dommages que vous avez causés. Il a hoché la tête tristement. Je sais, je voulais juste, j'espère qu'un jour tu pourras nous donner une chance de montrer que nous avons appris de cette expérience. Peut-être un jour, ai-je dit, même si j'en doutais. Mais pour l'instant, je me concentre sur la famille que je construis avec des gens qui se soucient vraiment de moi. En partant, j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, de la pitié. Pas de regret pour mes actes, pas de culpabilité de les avoir coupés, mais une véritable pitié pour des gens qui avaient privilégié l'argent et les apparences à l'amour et à la loyauté et qui récoltaient maintenant ce qu'ils avaient semé. 2 ans plus tard, Tom et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie entourée d'amis qui étaient devenus ma famille choisie, mes collègues, mes voisins qui m'avaient apporté de la soupe lorsque j'étais malade, mes amis d'université qui avaient conduit des heures pour me rendre visite à l'hôpital lorsque ma famille biologique ne pouvait pas se donner la peine. Bella a essayé de perturber le mariage. L'ordonnance restrictive avait expiré d'ici là, et elle avait apparemment traqué mes réseaux sociaux par le biais de faux comptes et découvert la cérémonie. La sécurité l'a escortée dehors avant qu'elle ne puisse faire une scène, mais pas avant qu'elle ne crie assez fort pour que tout le monde entende, elle n'est même pas vraiment malade. C'est juste une personne dramatique qui recherche l'attention. L'ironie n'a échappé à personne. Voici une femme qui a construit toute son identité autour de l'attention des réseaux sociaux qui appelle quelqu'un d'autre dramatique. Ma nouvelle belle-mère, Carole, m'a pris le bras par la suite. Chérie, je ne sais pas quel est le problème de ta sœur, mais je veux que tu saches que la famille de Tom est maintenant ta famille. Nous ne laisserons jamais personne te traiter comme elle vient de le faire. C'est à ce moment-là que j'ai finalement pleuré non pas de tristesse ou de colère, mais de soulagement. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner, et maintenant j'étais entouré de personnes qui me l'offraient librement. Le dernier chapitre de cette histoire s'est déroulé il y a 6 mois. J'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas, mais j'ai répondu car j'attendais un appel professionnel. Iris, c'est ton cousin, Mike. Mike était le neveu de papa, quelqu'un que j'avais toujours aimé mais avec qui je parlais rarement. J'espère que tu ne m'en veux pas de t'appeler, a-t-il poursuivi. J'ai eu ton numéro de ton ancienne collègue, Janet. Je voulais te contacter parce que, eh bien, je pense que tu devrais savoir, ta mère a dit à tous ceux qui veulent bien l'écouter que tu as abandonné la famille quand elle avait besoin de toi. Elle a raconté cette histoire selon laquelle tu es tombé un peu malade, puis tu les as coupés financièrement pour les punir de ne pas t'avoir rendu visite immédiatement. Mon sang a bouilli. Un peu malade? C'est ce qu'elle dit? Mais, Iris, je voulais que tu saches que tout le monde ne la croit pas. Certains d'entre nous se souviennent des photos qu'ils ont publiées d'Hawaï pendant que tu étais aux soins intensifs. Certains d'entre nous pensent que ce que tu as fait est exactement ce qu'ils méritaient. Merci de me le dire, Mike. Il y a autre chose, ils ne vont pas bien. Bella travaille dans un magasin de détail et vit dans un studio. Tes parents louent une chambre chez quelqu'un, et ton père travaille dans une quincaillerie. Ta mère, elle a demandé de l'argent aux membres de la famille, en utilisant la même histoire selon laquelle tu les as abandonnés, et personne ne lui donne rien. Le mot se répand, tu sais. Les gens se souviennent de la façon dont ils t'ont traité. Après avoir raccroché, j'y ai réfléchi longtemps. Une partie de moi s'est sentie vengée et ils faisaient enfin face aux conséquences de leurs actes mais surtout, je ne ressentais rien. Ils étaient maintenant des étrangers pour moi,
des gens que je connaissais autrefois et qui avaient fait leur choix et vivaient avec les résultats. Je ne les ai plus jamais contactés. Je ne leur ai jamais pardonné ni essayé de reconstruire la relation. Certaines personnes pourraient qualifier cela de froid ou d'impitoyable, mais j'appelle cela l'autopréservation. Parce que voici ce que j'ai appris en mourant presque seul pendant que ma famille était en vacances au paradis, certaines personnes ne vous apprécieront que pour ce que vous pouvez leur donner, pas pour ce que vous êtes, et une fois que vous cessez de donner, leur vraie nature devient limpide. J'ai appris que fixer des limites n'est pas cruel, c'est nécessaire. J'ai appris que le sang ne fait pas automatiquement de quelqu'un un membre de la famille, et que couper les liens avec des personnes toxiques, même des parents, peut être la chose la plus saine que vous puissiez faire pour vous-même. Plus important encore, j'ai appris que je méritais mieux. Je méritais d'être entouré de personnes qui abandonneraient tout pour être à mes côtés en cas de crise, et non de personnes qui se moqueraient de moi pour avoir presque mourir. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je suis marié à un homme qui m'aime inconditionnellement. J'ai un travail qui me passionne, une maison que j'adore et un chien qui m'accueille comme si j'étais la personne la plus importante au monde chaque fois que je franchis la porte. J'ai des amis qui prennent de mes nouvelles lorsque je suis malade, qui célèbrent mes succès sans jalousie, qui soutiennent mes rêves sans rien attendre en retour. J'ai une belle-mère qui m'appelle sa fille et le pense sincèrement. J'ai choisi une famille qui bougerait ciel et terre pour m'aider si j'en avais besoin à nouveau. Et parfois, lorsque je suis assise sur ma terrasse au coucher du soleil avec Tom et Moshi, en regardant les lumières de la ville scintiller en dessous de nous, je pense à cette fille effrayée et seule dans le lit des soins intensifs, se battant pour sa vie tandis que sa famille posait pour des photos de vacances. Je pense à la façon dont elle a pris des captures d'écran de ses textos cruels et a pris une décision qui a tout changé. Et je souris parce qu'elle s'est choisie. Enfin, après des années à faire passer tout le monde avant elle, elle s'est choisie. Et cela a fait toute la différence. Le comble de la vengeance, c'est que la meilleure n'est pas de blesser les personnes qui vous ont blessé, c'est de se construire une vie si belle que leur absence devient une bénédiction plutôt qu'une perte. Elle pensait que me perdre ne serait pas grave. Elle pensait que je reviendrais en rampant, le chéquier à la main, à supplier leur pardon. Au lieu de cela, elles ont perdu la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée, et j'ai gagné la vie que j'ai toujours méritée mais que j'étais trop occupé à prendre soin d'elles pour le remarquer. Je n'ai pas eu. C'est un échange que je ferai à chaque fois.